Madame la Ministre, bon verre d'eau pour commencer, ça fait toujours du bien. Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les députés et les sénateurs, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les représentants de la Chambre d'agriculture, Mesdames et Messieurs les élus, et Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, on vous remercie tous d'être là ce soir pour quelque part dans un lieu un peu exceptionnel, le Pont du Gard, pour ce dîner de gala qui va être le point d'orgue des rencontres des vignerons indépendants de France. Je tiens d'abord à vous remercier, à faire remercier très sincèrement l'ensemble des institutionnels qui présentent ce soir. Votre écoute et votre engagement aux côtés de notre monde viticole est essentiel. Votre présence à ces rencontres témoigne de l'importance de notre filière et de notre territoire. Je souhaite également vous remercier chaleureusement tous nos partenaires, nos équipes et toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement et qui vont vous faire plaisir, je l'espère, ce soir et encore demain midi, jusqu'à demain midi. Cette journée a été riche d'enseignements ce matin. Cet après-midi, vous avez pu faire un tour dans le vignoble et voir un petit peu quelles étaient les opportunités et l'utilisation de l'œnotourisme dans notre belle région si diverse. C'est une thématique qui nous ressemble. L'œnotourisme n'est pas seulement un sujet secondaire, c'est quelque chose que nous vivons tous concrètement dans tous nos domaines. On le voit bien, nos métiers évoluent. Aujourd'hui, nos domaines ne sont plus uniquement des lieux de production, ce sont aussi des lieux d'accueil, de dégustation, de vente, bien sûr, de rencontres, donc d'échanges avec nos congénères, nos clients, et surtout, le vin est toujours un lien social. Je vous remercie, je laisse la parole à notre président. Merci Pierre pour ces mots et à mon tour d'excuser Pierre qui est souffrant et je pense qu'il aurait aimé être là ce soir. Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les responsables professionnels, j'aurais dû dire Monsieur le Président du Conseil spécialisé, mais à contre-cœur, il ne sera pas à nos côtés ce soir et vous savez le lien que j'ai avec Jérôme et malheureusement, il ne pourra être des nôtres à nos côtés. Monsieur le Vice-président, chers vignerons, Madame la conseillère spéciale auprès de la ministre, chère Marion, c'est de vous dont il s'agit. Après cette première journée de travaux très riches et de visites très inspirantes, nous voici prêts pour cette soirée de gala qui s'annonce grandiose ici, dans cet écrin du Pont du Gard. Permettez-moi d'abord d'adresser un merci appuyé et sincère à celles et ceux qui ont œuvré aux côtés de Pierre, souvent dans l'ombre, pour faire de ce congrès une véritable réussite. Les équipes d'organisation de ce département, celles de la Confédération, ont travaillé avec efficacité et avec engagement. Merci à vous tous. Vous êtes finalement les véritables maîtres de chez de cet événement et je souhaiterais qu'on les applaudisse. Comme il en est de tradition, ce moment va me permettre de m'appuyer sur la thématique développée durant ce congrès, les ressorts de notre modèle, pour affirmer un cap clair, une ambition ferme face au contexte dans lequel nous évoluons et pour lequel, Madame la Ministre, j'en témoigne. Vous êtes très engagés et nous œuvrons conjointement et sans relâche, main dans la main. Depuis plus de 18 mois et dès votre arrivée au ministère, vous avez répondu présent dans un contexte politique français des plus instables, alors que la filière traverse une de ses plus dures périodes et que l'arbitrage financier à Bercy n'en a été pour vous que plus rude. Fonds d'urgence, fonds d'allègement des charges, dispositif d'arrachage pour recalibrer notre capacité de production, distillation de crise pour sortir les volumes inadaptés, soutien d'urgence face au méga-feu au doigt. Prêt de consolidation pour redonner du souffle à nos trésoreries, enfin conférence sur la souveraineté alimentaire pour tracer des perspectives de moyen et de long terme. Je tiens donc ici,
au nom des vignerons indépendants de France, à vous remercier pour ce travail, pour ces dispositifs et les montants obtenus, vous remercier pour votre écoute et disponibilité, parfois tôt ou un peu tard, et je m'en excuse, pour ce travail de conviction en France, certes, mais également à Bruxelles, auprès du commissaire et au cœur du Conseil de l'Union. Alors permettez-moi, Madame la Ministre, ce soir de continuer à porter une vision optimiste, pour autant pas moins réaliste, mais qui caractérise l'engagement qui est le mien en traçant avec ambition les perspectives pour nos entreprises familiales et l'ensemble de notre filière, si stratégique pour notre pays. Nous tenons cette année notre congrès ici, dans ce lieu grandiose et bimillénaire du Pont du Gard, un ouvrage né d'une vision ambitieuse, bâti par des femmes et des hommes qui partageaient une conviction fondamentale. Les civilisations durent quand elles savent ce qu'elles incarnent et donc ce qu'elles veulent transmettre. J'ose l'affirmer sans détour, la viticulture française est à ce moment-là de son histoire. Le monde change, inéluctablement, et de fait, certains repères vacillent. Si le monde vit sous tension, notre filière est souvent en première ligne. Et nous vivons une période où les crises ne s'additionnent plus, elles se superposent. Crise géopolitique, climatique, crise économique, crise structurelle. Mais il y a une certitude, nous vivons tous dans un monde aujourd'hui en véritable quête de sens, et nous, vignerons indépendants par notre modèle, incarnons une des réponses françaises à cette attente. Les consommateurs de l'Hexagone, européens ou du monde entier, ne cherchent plus seulement à consommer. Ils veulent comprendre, ressentir, adhérer. Ils cherchent de l'authenticité, du lien humain, de la cohérence entre le discours et l'acte de production. Ils cherchent des produits incarnés, des engagements forts, des expériences humaines uniques et sincères. Alors si leur questionnement est légitime, je vous le dis, nos entreprises familiales sont au cœur de la réponse qu'il nous faut pouvoir leur apporter. Parce qu'un vigneron indépendant, ce n'est pas une marque construite en laboratoire ou sous intelligence artificielle, non. C'est une histoire sincère, authentique, vécue, transmise et assumée. Parce que derrière chaque bouteille de vin, il y a un nom, votre famille, son histoire, un territoire et donc de l'émotion. Ce que nous vivons au contact de nos clients, de nos consommateurs dans le monde entier est clair. Les consommateurs changent. Ils veulent moins de discours et plus de preuves, moins d'anonymat et plus de liens. L'authenticité n'est donc pas une stratégie, c'est pour nous une réalité non négociable. Alors c'est un sujet que nous incarnons depuis 20 ans, cette année, sujet de ce congrès et qui se révèle aux yeux de tous comme central, c'est bien, Pierre, celui de l'œnotourisme. L'œnotourisme n'est pas une activité périphérique, c'est une chaîne de valeurs humaines. Il est aujourd'hui l'une des grandes forces encore parfois trop silencieuses de la viticulture française et nous en sommes, en avant-garde, les porte-voix. Quelques chiffres pour mesurer cette réalité. 12 millions d'œnotouristes chaque année en France poussent les portes de nos domaines. 6 milliards d'euros de retombées économiques. Des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects, tous en zone rurale, au cœur de nos vignobles, dont nous sommes le poumon économique. Au centre de cette filière forte en croissance, il y a immanquablement le vigneron indépendant. Celui qui ouvre sa cave, celui qui prend du temps, qui transforme une dégustation en rencontre et en expérience inoubliable. Car oui, lorsqu'un visiteur franchit la porte d'un de nos domaines, il ne vient pas voir une installation, découvrir un musée. Il vient rencontrer le cœur battant de la viticulture française. Une femme, un homme, une histoire personnelle. Et c'est cette rencontre qui crée la valeur ajoutée immatérielle, certes, mais également la valeur économique directe qui rejaillit sur l'ensemble de nos autres acteurs. Une plus-value territoriale extraordinaire sur l'emploi local, sur le dynamisme rural, sur l'attractivité touristique. Mais également une véritable porte-étendard de dimension nationale pour l'image de la France, pour son rayonnement culturel, pour sa puissance économique majeure. Alors oui, là où il y a du lien humain, il y a de la valeur durable et non délocalisable. Dans chaque vigne travaillée, chaque porte ouverte et chaque bouteille partagée,
Les vignerons indépendants racontent la même histoire, celle d'une France qui croit encore que l'engagement, l'émotion et l'humain font sa plus grande richesse. Alors si en France, la viticulture, c'est plus de 500 000 emplois, un des 3 premiers secteurs excédentaires du commerce extérieur, pratiquement 15 milliards d'euros d'exportation annuelle, ces performances reposent aussi sur nos exploitations artisanales, enracinées. Et les vignerons indépendants y prennent forcément toute leur place, avec 80% de l'emploi direct du secteur, 59% de la production et pratiquement 62% du chiffre d'affaires. Mais ce sont avant tout des entreprises familiales. Et si pour certains, cela peut apparaître comme une faiblesse, je l'affirme, c'est bien là votre force. Des entreprises ancrées dans leur territoire, responsables par nature, innovantes par nécessité. Des entreprises qui investissent sur le temps long, investissent là où elles vivent, là où elles vont transmettre, et structurent les territoires ruraux. Les vignerons indépendants montrent chaque jour que la différenciation crée de la compétitivité, que la qualité crée de la valeur et que l'engagement crée la confiance du consommateur. Là où une entreprise familiale tient, le territoire tient. Quand une entreprise familiale disparaît, c'est tout un territoire qui s'affaiblit. Alors, Madame la Ministre, les vignerons indépendants de France sont aujourd'hui, et vous le savez, engagés sur 3 enjeux majeurs. Premier enjeu, la capacité à innover au vignoble, dans les profils produits, mais aussi innover dans sa capacité à exporter. Et cette recherche de nouveaux consommateurs partout dans le monde doit passer par des accords de libre-échange sur le modèle indien ou australien, dans les zones du monde en croissance et en développement, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud, le Canada, demain l'Afrique. Deuxième enjeu, la détermination à faire face au climat et à ses aléas dévastateurs. Car le climat est devenu notre ligne de faille et nous avons le devoir d'être acteurs et non plus de simples spectateurs. Il est de notre responsabilité de ne plus laisser le climat décider seul de l'avenir du vignoble français. Alors, ce n'est pas un atavisme personnel, Madame la Ministre, de ma part, mais c'est un combat existentiel pour chacun de nous et pour nos entreprises à ciel ouvert. Il nous faut passer, et je vous l'ai déjà dit, de la politique d'indemnisation à la politique de prévention. Enfin, troisième enjeu majeur, la différenciation via l'authenticité pour conquérir les marchés de demain, en France et partout dans le monde, et non une seule vision de la massification standardisée ou industrialisée. La compétitivité de demain se fera immanquablement par la singularité. Elle sera humaine ou ne sera pas. Et c'est cette singularité qui fait une de nos forces à l'export face à une concurrence mondiale qui se réinvente et qui est de plus en plus féroce et agressive. Madame la Ministre, nous ne sommes pas ici pour constater ou commenter. Nous sommes ici pour bâtir, et nous bâtirons avec vous. Si je m'adresse à vous aujourd'hui avec franchise et confiance, c'est parce qu'une chose est claire. Nous menons depuis votre arrivée au ministère une bataille commune, et nous nous sommes fait confiance pour y arriver. Une bataille face au dérèglement climatique, une bataille face aux tensions géopolitiques et la menace supplémentaire que fait peser le conflit au Moyen-Orient se rajoute forcément au contexte ukrainien. Une bataille face aux mutations profondes des marchés. Dans cette bataille, l'État et les vignerons indépendants sont du même côté. La viticulture française a besoin d'un cap clair, d'une vision partagée et d'une alliance solide entre l'État et ses vignerons. Nous avons besoin d'un cap lisible, tel que vous le portez, d'une simplification administrative et réglementaire sur laquelle nous devons aller beaucoup plus vite, d'un accompagnement à l'investissement et à l'export pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et avec une volonté de chasser en meute. Enfin, d'une reconnaissance pleine et entière du rôle stratégique des entreprises familiales, et c'est tout l'enjeu de notre travail commun qui vise à nous protéger au moment de l'écriture du décret portant reconnaissance des organisations de producteurs en viticulture. Tant vénéré par certains, je crois tant décrié par d'autres,
afin que tous, et nous en premier lieu, soyons préservés et équitablement accompagnés. C'est notre ligne rouge. Vous le savez, Madame la Ministre, et j'ai confiance en vous et en votre conseillère spéciale pour rester focus ensemble sur ces objectifs où nous avons engagé notre parole conjointe. Je crois profondément à ce partenariat exigeant et loyal. Exigeant parce que les défis sont immenses, loyal parce que chacun connaît son rôle et sa place. Gouverner, vous le savez, Madame la Ministre, c'est avant tout choisir un avenir et s'y tenir. Si nous voulons une viticulture résiliente, performante, ambitieuse et attractive, si nous voulons une viticulture incarnée, respectée et désirée, alors les vignerons indépendants doivent être au cœur de la réflexion et de l'action publique au soutien du secteur. Non pas comme un sujet parmi d'autres, mais comme un pilier fort du modèle viticole français, en complémentarité évidemment avec l'autre famille, celle de la coopération. La France est une grande nation viticole parce qu'elle a su préserver sa diversité. Et la puissance économique viticole repose aussi sur notre richesse et notre diversité humaine. Je suis convaincu que ce sont les femmes et les hommes au cœur des vignobles qui feront la différence face à la concurrence mondiale, standardisée et impersonnelle. Le vin, ce n'est pas qu'un produit d'exportation, il est vecteur de rayonnement culturel, où chaque bouteille exportée, chaque visiteur accueilli, chaque domaine ouvert, c'est un morceau de notre France qui voyage. Chers vignerons et chers vignerons, oui, la période est difficile. Oui, beaucoup d'entre nous traversent des moments de doute, de tension, parfois, et je le sais, d'épuisement. Oui, le climat bouscule nos certitudes, les marchés se durcissent et l'équilibre économique mondial est plus fragile, plus anxiogène. Mais regarder la réalité en face n'a jamais empêché les vignerons indépendants de France d'avancer et de se projeter. Parce que notre force n'a jamais été la facilité. Votre force, c'est l'endurance. C'est la capacité à tenir quand d'autres renoncent. C'est le courage de s'adapter sans se renier. Croyez-moi, les tempêtes ne détruisent pas les racines profondes. Aujourd'hui, nous savons une chose essentielle. L'avenir ne sera ni uniforme, ni impersonnel, ni standardisé. Il sera différencié, humain, incarné. Et dans cet avenir-là, vous aurez une place centrale. Madame la Ministre, nous savons que le chemin sera exigeant et semé d'embûches. Mais je sais aussi que nous ne le ferons pas seuls, nous le ferons ensemble. Et vous pourrez compter sur nous et sur moi. Les vignerons indépendants, ce sont des femmes et des hommes qui, chaque matin, se lèvent pour honorer un héritage, dynamiser un territoire et prouver au monde que la France est plus forte quand elle fait confiance à l'humain, à l'engagement et à la sincérité. En faisant confiance aux vignerons indépendants et en les plaçant au cœur du modèle viticole français, nous construisons ensemble une viticulture plus solide, plus dynamique, plus attractive et plus désirable. Je terminerai en disant que ce ne sont pas ceux qui parlent le plus fort qui marquent l'histoire, Madame la Ministre, ce sont ceux qui tiennent le plus longtemps. Et croyez-moi, nous tiendrons. Je vous remercie. Faites attention. Merci à vous. Merci. Monsieur le préfet, monsieur le président, cher Jean-Marie, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les parlementaires, madame la vice-présidente du conseil régional, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président, non, il n'est pas là, Jérôme. Je pensais qu'il était là, donc je ne le cite pas. Chers amis vignerons et acteurs de la filière vitivinicole, mesdames et messieurs, chers amis, quand on parle d'agriculture, nous le savons tous, la culture n'est jamais très loin. Mais quand on parle de viticulture, la culture est là, intrinsèque, omniprésente, indissociable du cep de vigne et du nectar que l'homme a appris à en tirer depuis des millénaires. Le vin n'est évidemment pas un produit comme les autres. Chacune de ces gouttes est une parcelle de notre identité, aussi profonde que le sont les racines de la vigne. Chaque verre est un chapitre de notre histoire, chaque flacon dit de son territoire
ce qu'une prise de sang dit de notre propre corps. Et quel plus bel endroit, au pied de cet ouvrage iconique pour rendre hommage au génie créateur de l'homme qui a su dompter l'eau et apprivoiser la vigne il y a 2000 ans. Architectural et paysager, ce patrimoine ne fait qu'un, il est le nôtre, unique au monde. Dans la majesté de ces 3 niveaux d'arches, ce pont qui nous domine, et que j'espère voir illuminé tout à l'heure, revoir, ce pont qui nous domine rappelle aussi puissamment que l'homme n'est rien sans l'eau, qu'il n'y a aucune vie sans eau, qu'il n'y a pas d'alimentation et pas de destin civilisationnel. L'humanité s'est construite là où l'homme a su amener l'eau, comme le savaient déjà les Romains au début de notre ère, comme semblent vouloir le nier les décroissants de tout poil aujourd'hui. En Occitanie, mais aussi plus au nord, comme dans les Deux-Sèvres où je me rends demain. C'est tout le sens, après-demain, pardon, parce que demain je suis encore chez vous. C'est tout le sens de la loi d'urgence pour l'agriculture que le Premier ministre m'a demandé de préparer pour répondre à la complexité des normes là où elles restent encore des obstacles à la production, à la compétitivité et aux revenus au quotidien. Sur l'eau, les moyens de production, la prédation, les compensations foncières ou le revenu en particulier, le projet de loi apporte des réponses concrètes que nous présenterons au Conseil des ministres du 8 avril, après sa relecture au Conseil d'État, pour un examen rapide en mai à l'Assemblée, puis en juin au Sénat. L'engagement du Premier ministre sera tenu. Complétant les avancées majeures permises par la loi d'orientation et la proposition de loi entrave, toutes deux adoptées en 2025, cette loi d'urgence se veut concrète et ses effets mesurables dans chaque exploitation. J'ai beaucoup consulté les filières et les syndicats, notamment celles où les difficultés sont les plus prégnantes et où la rémunération des producteurs a besoin de protection. C'est évidemment le cas de la vôtre, ici comme ailleurs, car rares sont les vignobles dont l'équilibre ne vacille pas devant l'accumulation des paramètres dégradés. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la filière souffre des effets additionnés du changement climatique qui affecte les vendanges de manière répétée depuis plusieurs années, de la baisse continue de la consommation de vin, en particulier des vins rouges, et des tensions géopolitiques majeures dont l'actualité ne nous encourage pas à espérer une fin rapide. Celle-ci affecte directement les exportations, notamment vers les États-Unis et la Chine, marchés essentiels pour la filière française, en vin comme en spiritueux, mais c'est évidemment tout le commerce qui se trouve handicapé par le contexte. Par un engagement financier massif et un ciblage précis des outils, j'ai cherché depuis 18 mois, mesdames et messieurs, à adresser de façon complète les difficultés à la fois structurelles et conjoncturelles d'une filière dont l'empreinte territoriale ajoute une dimension environnementale et sociale aux effets économiques des pertes climatiques et commerciales de votre secteur. Depuis les premiers jours de mon arrivée au ministère, les vignerons sont les premiers ou parmi les tout premiers que j'ai reçus. J'ai réuni de façon régulière les différents maillons de la filière vitivinicole. Ma première sortie officielle fut pour l'Organisation internationale du vin, dont le congrès s'était tenu à Dijon. Donc, les différents maillons de la filière vitivinicole, de la production coopérative et indépendante, du négoce et de l'exportation. Vous avez eu l'amabilité de saluer l'expression d'une solidarité nationale qui n'a jamais fait défaut à la filière depuis que je suis à la tête de ce ministère. Je l'assume, je dirais même que je le revendique. Après les vendanges 2024, un premier plan d'arrachage doté de 120 millions d'euros a permis de retirer de la production près de 26 000 hectares. Une aide exceptionnelle de 9 millions d'euros a été versée aux jeunes vignerons en difficulté, car ils portent la relève et méritent toute notre protection. Un soutien d'1 million d'euros a également été apporté aux pépiniéristes viticoles qui souffrent beaucoup du ralentissement des plantations et qui doivent rester debout pour être là quand l'horizon s'éclaircira à nouveau, car il s'éclaircira, j'en suis convaincue. Des prêts de consolidation garantis par BPI France
ont été mises en place, mais dans des conditions imparfaitement adaptées aux besoins de restructuration des prêts de certains vignerons. J'en ai tiré les conséquences grâce aux alertes de votre président et nous avons prolongé le dispositif cette année en assouplissant les critères et les plafonds du mécanisme garantis à 70%, conformément à la demande portée singulièrement par les vignerons indépendants. À cet égard, chers amis, je peux témoigner de la détermination, vraiment, pour ne pas dire de la pugnacité de votre président, qui n'a jamais lâché le morceau. Mais moi, je comprends, je fais la même chose. À quelque heure du jour que ce soit, il l'a confessé lui-même. Ces échanges, toujours argumentés et documentés, ont nourri l'énergie qui m'a permis d'obtenir les assouplissements et les déplafonnements que vous réclamiez. Car s'il n'a pas lâché l'affaire, je ne l'ai pas lâché non plus, car c'est une chaîne. Votre président m'a alerté et moi, j'ai dû convaincre Bercy d'accepter aussi les demandes que je lui faisais. Et croyez-moi, s'affronter à Bercy n'est pas chose aisée. Je l'ai annoncé au Cité-Vie fin novembre, dans le cadre d'un plan massif de sortie de crise qui s'ajoute au soutien de plus d'1 milliard d'euros déjà consenti par l'État à la filière vitivinicole depuis 2020. Au-delà de la prorogation et des évolutions tant attendues des prêts de consolidation, j'ai fait droit à la demande professionnelle de poursuivre l'adaptation du potentiel de production. Cela n'a pas été de gaieté de cœur, ni pour vous, ni pour moi. Mais le courage commande de s'adapter à la réalité du marché, domestique et export. Cet effort de 130 millions d'euros vise à rééquilibrer l'offre et à restaurer la viabilité des exploitations en difficulté dans les bassins les plus fragilisés pour aider à leur consolidation, gage de la pérennité de votre filière. L'appel à manifestation d'intérêt pour l'arrachage, puisque c'est de cela qu'il s'agit, s'est clos le 11 mars dernier avec 5 823 dossiers déposés pour une surface totale d'arrachage demandée de 28 000 hectares. Cet appel à manifestation d'intérêt concerne donc 9% des exploitations avec des surfaces en vignes à raisin ayant de cuves et correspond à 4% des surfaces viticoles. Preuve s'il en est que le besoin, malheureusement, était bien là. Une première enveloppe de 5 millions d'euros a également été débloquée pour la prise en charge des cotisations sociales en novembre 2025, soit un tiers de l'enveloppe nationale prévue pour l'agriculture française au second trimestre 2025. En complément, j'ai également annoncé à Montpellier que la viticulture bénéficiera à nouveau d'allègements de charges à hauteur de 10 millions d'euros en 2026. Et à ma demande, les caisses de la MSA ont accéléré la remontée des besoins dès le mois de février, ce qui me permet de vous annoncer le versement d'une première tranche de 6 millions d'euros de crédit État à la MSA, spécifiquement dédié à la viticulture en 2026. Comme je m'y suis engagée, cette première enveloppe sera complétée après les vendanges à hauteur des 10 millions d'euros promis. En plus de l'importante mobilisation du budget national pour soutenir la filière viticole française, les autorités françaises, à mon initiative et dès l'été 2025, ont demandé au commissaire européen Christophe Hansen de mobiliser la réserve de crise européenne pour financer la distillation de crise des surstocks qui pèsent sur la santé économique de certaines entreprises et structures du secteur. Comme vous le savez, le commissaire est venu lui-même au Salon de l'Agriculture pour annoncer le déblocage de ces 40 millions issus de la réserve communautaire. Les actes délégués européens vont vite être publiés et le dispositif va pouvoir démarrer. Nous en ferons ensemble le bilan. Enfin, un mot sur la simplification. Vous savez que j'en ai fait une priorité de mon ministère et c'est tout naturellement qu'elle constitue un des axes de mon plan de sortie de crise. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. D'un bout à l'autre de sa vie et celle de sa production, la vigne contrôlée, encadrée, tracée, avec un nombre inégalé d'administrations, intervenant à tous les stades, de la plantation du cep jusqu'au verre, DGCCRF, DDT, OFB, Commission européenne, INAO. Je veille à ce que le ministère n'en rajoute pas une couche. Et si c'est le cas, il faut me le dire.
Je veux simplifier la vie des opérateurs aussi loin que me le permettront la loi et le cadre européen. Mon cabinet a engagé un cycle de réunions visant à identifier les points noirs qui irritent les opérateurs pour y apporter des simplifications de bon sens et desserrer l'étau dans lequel se débattent les entreprises en mobilisant toutes les administrations impliquées dans le cadre et le contrôle réglementaire du secteur. Un exemple de simplification et de bon sens. Je suis aussi venue vous annoncer l'arrêté drone tant attendu. Suite aux fortes pluies cet hiver dans plusieurs départements de la région, vous m'avez alerté mi-mars sur les risques sanitaires subséquents pour la filière vitivinicole. Très attentive à votre demande, j'ai mobilisé mes services et l'interministériel pour qu'une réponse vous soit apportée dans les plus brefs délais. Un arrêté signé ce jour, c'est pas tout à fait exprès, va autoriser temporairement l'épandage par drone de cuivre dans 4 départements, dans les zones géographiques impactées de l'Aude, de l'Hérault, du Gard et des Pyrénées-Orientales, où les traitements à pied ne sont pas réalisables. Cet arrêté va vous permettre de protéger les vignes du mieux possible et sera effectif jusqu'au 30 avril. Je pense que chacun d'entre vous l'aura compris. Avec ce plan de sortie de crise, dont la mise en œuvre opérationnelle a été lancée très rapidement et dont j'assure personnellement le suivi, le gouvernement a réaffirmé sans ambiguïté son soutien résolu à la filière viticole à laquelle notre pays doit tant. Ce nouvel effort financier très important, malgré un contexte budgétaire particulièrement difficile, témoigne de la détermination de l'État pour sauver durablement notre viticulture et lui permettre de rebondir. Il ne s'agit pas d'un énième plan d'urgence destiné à corriger un déséquilibre structurel. Il s'agit d'un investissement pour redonner un cap à notre filière viticole et à tous les territoires dont elle est à la fois le poumon économique, le patrimoine paysager et la fierté légitime des femmes et des hommes qui y vivent. Vous savez, lorsque je suis allée dans l'Aude après les terribles incendies qui ont ravagé les vignes, ce que pleuraient les viticulteurs, c'était bien sûr la perte de leurs vignes, mais c'était aussi la perte du paysage qu'ils connaissaient depuis leur enfance. Ces collines ravagées, ces vignes calcinées. Donc voilà, la vigne est indissociable du patrimoine paysager dont elle est un fleuron. Au-delà de ces mesures d'urgence et pour donner raison à l'optimisme confiant que vous exprimez, Monsieur le Président, et que je salue, nous devons nous battre sur plusieurs fronts, à Bruxelles, sur notre marché intérieur et à la frontière des nouveaux marchés à conquérir. Sans doute, les accords de libre-échange qui ont été conclus ont-ils suscité beaucoup d'inquiétudes dans de nombreuses filières agricoles. Mais au moins, pour la vôtre, c'est une lueur d'espoir et des perspectives d'exportation. Le paquet vin, que mes services ont âprement négocié pour servir les intérêts viticoles français, vient d'être adopté en offrant de nouvelles opportunités pour le secteur. Autant de leviers pour contribuer à sortir la filière de la crise qui dure depuis trop longtemps. Cette étape franchie, toute mon attention est désormais focalisée sur la négociation de la future PAC, dont nous débattons à ce stade du cadre financier pluriannuel et de l'architecture globale. Je n'insisterai pas trop sur la PAC, c'est un autre sujet, je ne veux pas vous plomber définitivement non pas le moral, mais enfin l'attention que vous avez la gentillesse de me porter, et puis parce qu'on a envie de déguster tout ce que vous avez préparé, et notamment vos bons vins. Sur le marché intérieur, quelques mots, la tâche est immense. Il ne suffit pas d'adapter le potentiel de production au volume de la demande. Nous le savons tous, il faut aussi adapter la production elle-même à la réalité d'une consommation qui n'est plus celle d'hier. Il faut réenchanter la culture du vin auprès des jeunes, en répondant à leurs aspirations par l'innovation et en redonnant du sens au partage du vin, auquel d'autres rituels festifs se sont substitués sans que l'on y prenne garde. Le désamour croissant pour le vin chez les nouvelles générations n'est pas une fatalité. J'ai vu, alors ça va peut-être faire hurler les puristes, je vous laisse apprécier les innovations, mais j'ai vu du vin en canette, j'ai vu du vin au tirage, on m'a même offert
un petit carton. Je l'ai d'ailleurs dans mon sac à main. Il est vide parce que j'ai bu le vin. Parce que moi, j'aime bien le vin. C'est un petit emballage dans lequel il y a un récipient en verre, comme une pipette, et qui correspond à peu près à un verre de vin. J'ai trouvé ça franchement formidable. Par exemple, j'ai juste une petite remarque. L'objet en question était très difficile à ouvrir. Donc je suggère à ceux qui l'ont inventé de prévoir une ouverture à peine plus facile. Mais je trouve que voilà, c'est des innovations en termes de marketing. Je l'ai vu au Salon de l'Agriculture et puis à Wine Paris. L'innovation dans la présentation, dans les dénominations, dans les étiquettes, dans le marketing, tout ça c'est formidable. Et ça s'accompagne évidemment d'une recherche sur le vin lui-même, naturellement. Il faut le récipient, mais il faut aussi le contenu. Il faut ouvrir grand les domaines pour que le grand récit du vin parte de la cave, comme la sève de la vigne puise ses forces en profondeur. La rencontre et l'expérience que permet l'œnotourisme, vous avez raison, est un vrai gisement de valeur pour votre métier et les territoires que vous faites vivre. Je saluais Hervé Novelli, mon ami Hervé Novelli, qui a porté haut les bienfaits patrimoniaux, économiques et sociaux de l'œnotourisme, qui conjugue attractivité, découverte et pédagogie du vin. Nous nous sommes promis ensemble de reprendre ce flambeau, c'est aussi le sens des orientations de Cap Vin. Sur notre marché, le juste partage de la valeur est un enjeu central qui transcende toutes les filières. Certaines familles de la production plaident depuis longtemps pour l'extension à votre secteur de la capacité à reconnaître des organisations de producteurs susceptibles de mieux structurer l'offre et donc de peser dans la répartition de la valeur. Les difficultés que connaît la filière ont rendu cette demande plus insistante. Vous avez mis un certain nombre de conditions très claires, dont je comprends les motivations, puisqu'il s'agit de garantir l'égalité de traitement des acteurs au regard du bénéfice des aides, quel que soit leur statut. Sur ce principe que toutes les familles de la production ont accepté, j'ai demandé à mes services de travailler à un projet de décret équilibré. Vous avez dit me faire confiance, Monsieur le Président, vous pouvez et vous le savez. Je ne veux pas finir sans parler du troisième front qui doit mobiliser nos énergies. Défendre les positions françaises sur nos destinations historiques et partir à la conquête de nouveaux marchés et de nouveaux consommateurs, à l'écart de la guerre tarifaire qui fait rage entre les grandes puissances dont nous avions fait nos clients privilégiés. Pour cela, vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Président, il faut apprendre à chasser en meute, mesdames et messieurs, à chasser en meute, mieux que la France viticole n'en a l'habitude, permettez-moi de vous le dire, préférant souvent sa chapelle à l'église. Et il faut que la diplomatie accompagne cette stratégie collective conquérante. En traçant ces quelques jalons d'un nouveau chemin, je ne fais finalement rien d'autre que paraphraser les conclusions du groupe de travail viticole des conférences de la souveraineté présentées il y a un mois au Salon de l'Agriculture. Le temps est venu de la déclinaison territoriale de ces travaux pour lesquels je remercie Bernard Engelras, qui est avec nous ce soir, d'avoir accepté le rôle de référent. Je veux saluer aussi la mobilisation de tous ceux, nombreux, qui y ont participé. Tout y est écrit. Il n'y a plus qu'à transformer l'essai et à faire bouger les lignes. Comme vous, Monsieur le Président, cher Jean-Marie, j'ai foi dans la capacité de sursaut des femmes et des hommes qui travaillent la vigne depuis des générations, pour peu qu'on leur trace un cap et qu'on les accompagne. Je vous remercie.